La ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo sur une sélection de livres d'un auteur de polar. Je pense qu'on se situe plutôt du côté du polar parce que, on va dire, on est avec des personnages qui sont morally grey, comme on dit, donc des personnages à la moralité douteuse. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter directement les livres et ce que j'ai lu. Donc le premier livre que je lis, que j'ai déjà lu en fait, c'est Le Nantais de Carl Pineau qui suit le personnage de Greg Brandt. C'est un personnage qu'il a construit sur 4 volumes. Là, on se situe dans les années 2000. Ma prochaine lecture, c'est Greg Brandt, Nuit nantaise, années 70. Et entre les années 70 et les années 2000, on a les années 80 et 90 que je n'ai pas encore. Mais je pense que je vais assez rapidement compléter la collection. Greg Brandt, donc là c'est ses débuts, et Le Nantais, que j'ai lu, c'est la fin. J'ai fait le choix de les lire par ordre chronologique de parution. Et un one-shot qui est à part, c'est pour quelques millions. Donc on est, pour tous, on est chez La Joigny Édition. Et dans la collection romans policiers, mais pas que, pour tous, si je ne me trompe pas exactement. Donc pour les Nuits nantaises, ça se passe à Nantes, comme son nom l'intitule. Et bien du coup, moi qui habite Nantes, je trouve ça assez satisfaisant d'avoir une histoire qui se déroule dans la ville où je vis. Même si c'était à une époque où je n'y vivais pas encore, ou pas tout à fait. Mais je trouve ça assez sympa de trouver de connaître en fait, au moins les lieux, l'ambiance, etc. On est sur un enquêteur de police qui s'appelle Greg Brandt, qui est, là, il est plus en fin de carrière, il est carrément à la retraite. Il a choisi en fait je le pose, il a choisi pour pas forcément que occuper sa retraite, mais aussi pour donner de lui, de prendre les rênes d'une association qui vient en aide à des toxicomanes dans le quartier de Bellevue. Donc c'est un quartier sensible de Nantes et la couronne nantaise. Et donc il travaille là avec deux personnes qu'il a aidées dans le passé. On a, j'ai zappé les prénoms, on a un ancien toxicomane et une femme qu'il a sorti de la prostitution, qui a une trentaine d'années, alors que lui, il en a plus de 60, il est retraité, et avec qui il a une relation amoureuse, un peu je t'aime pas. Et sauf qu'à un moment, le fait que cette association d'aide aux toxicomanes dans un quartier sensible, où il y a de la vente de drogue, que ça ait cours là, ça vient un peu en concurrence avec les dealers, et ce qui fait que Greg Brandt, il va subir des pressions. Sauf que c'est un mec qui a fait toute sa carrière à Nantes. Il a fait toute sa carrière à Nantes. Le mec qui vient lui mettre un coup de pression, c'est un gamin qu'il avait arrêté alors que le gamin, il avait qu'une quinzaine d'années pour homicide. Et si vous voulez, il se laisse pas impressionner du tout. On est quand même sur un petit peu un inspecteur Harry. On est sur quelqu'un qui a sa propre moralité, qui va adopter les codes de la police à qui il appartenait, mais également des milieux criminels, et qui évolue en fait comme un poisson dans l'eau dans tous ces milieux différents, que ce soit quand il rencontre d'anciens policiers ou quand il est face à des délinquants qu'il connaît pour avoir souvent arrêté, ou pour être parfaitement courant du CV en fait de la personne et de ce qu'il fait, quoi. Et donc ça commence par là, ça commence par des pressions qu'il subit pour que l'association ferme ses portes et dégage du quartier. Sauf qu'évidemment, il va pas se faire. Il a un sacré caractère. Il va utiliser des méthodes assez expéditives, la violence, hein, tout bêtement. Et c'est quelqu'un en fait qui a une certaine aura, à la fois dans le milieu policier où il a construit, il a dû se produire quelque chose dans les années 90 qui fait qu'il a quasiment accédé au statut de légende.
Et il a une certaine aura aussi chez les délinquants. Parce qu'il y a des délinquants qu'il a pu arrêter, il est encore en contact avec eux, mais c'est des gens qui ont raccroché et où ça va, quoi. Et c'est sur des affaires précédentes. Donc les affaires précédentes, ça va être le milieu nantais, nuit nantaise années 70, et il y a l'arménien et le sicilien, donc l'un qui est dans les années 80, l'autre dans les années 90, je me souviens plus exactement. Et si vous voulez, au niveau du contexte, on est en 2005, si je me trompe pas des prénoms, il y a les banlieues qui flambent parce que Bouna et Zied, je crois, donc deux adolescents qui revenaient de faire du foot ou je sais pas quoi, se sont fait électrocuter dans un transformateur électrique, si vous vous souvenez. Et les banlieues avaient flambé à cette époque-là. Donc moi j'habitais pas là, je sais plus où j'étais, enfin bref on s'en fout. Les banlieues avaient flambé parce qu'on était sur de la bavure policière et que quand il y a une bavure policière, que c'est médiatisé, ça flambe, ce qui s'entend. Donc on est dans une ambiance assez pesante où il y a ça qui couvre, les voitures qui crament, tout ça, les adolescents du quartier qui prennent un peu la confiance, etc. Et ce dealer qui essaye de faire un peu plus le coq. Pourquoi? Parce que un ancien dealer, un gros ponte, Robert, si je me gourre pas, qui est celui qui dirigeait les trafics de drogue dans le milieu nantais, il a été arrêté. Il n'est pas encore passé en procès, mais ça risque de durer sévèrement, ce qui veut dire qu'il y a une place à prendre. Et on a donc le jeune dealer que Greg Brandt connaît, il a envie de prendre cette place-là. Mais on a aussi un autre dealer d'un autre quartier qui... Enfin, il y a pas mal de menaces en fait qui tournent autour de Greg Brandt. Et qu'est-ce qui se passe aussi entre-temps? C'est qu'au 36 quai des Orfèvres à Paris, il y a eu une importante saisie de drogue qui vient de Cuba par là-bas, qui a été stockée donc au 36 quai des Orfèvres, et il y a 70 kilos d'héroïne qui ont été sortis par une policière qui a été retrouvée égorgée. Donc c'est un truc assez glauque. C'est une personne que connaissait Greg Brandt. Et ce qui fait qu'il y a tous ces trucs-là qui brassent en même temps. Donc évidemment, comme on est sur une enquête, je ne vais pas vous dévoiler grand-chose, mais on est sur un personnage qui est un petit peu en bout de course. Pas forcément que en bout de carrière, parce que il a toujours ses réflexes de flic. Quand il se passe des choses aussi qui vont le toucher, soit personnellement, soit dans son entourage, il va enquêter. Il sait quelle ficelle tirer en fait. Il sait quelle ficelle tirer pour avoir des informations. Il sait comment le faire. Et on est quand même sur un roman qui... Je ne sais pas si on est plus sur du polar ou du roman noir, parce que c'est sombre. Ça se pète la gueule quand même gentiment. Il y a des morts. C'est vachement prenant. Je l'ai lu en quelques jours. Je l'ai commencé toute fin décembre et là je tourne le 2 janvier. Donc je viens juste de le finir. Et il y a un style, mais mama, oh la vache. J'ai pas mis tant que ça de post-it, mais je vais vous en lire quelques-uns. Donc, je vous avais dit Greg Brandt, il a une relation un peu je t'aime pas avec une jeune fille qu'il a sortie de la prostitution, dans la mesure où, en gros, il n'a pas de grandes attentes envers elle, mais il est là quand elle en a besoin. Ils sont là l'un pour l'autre quand ils ont besoin. Je vous fais pas de dessin. Donc, ça, c'est Rachel, cette jeune femme, qui dit... La vérité, c'est que tu aimes ta tristesse plus que moi. Tu n'es qu'un égoïste. Il a une relation aussi très forte avec une psychiatre qui va partir à la retraite, là, qui prépare sa retraite parce que c'est le moment. Au fur et à mesure qu'elle m'avait raconté le destin de Loïc, j'avais senti le fardeau glisser de ses épaules aux miennes. C'était comme si la main du passé surgissait pour clore l'histoire de notre rencontre, comme si Françoise m'assignait une dernière mission, un adieu, sans effusion ni trop de bruit. Tout naturellement, nous avons parlé de la vie,
des rares instants heureux, du vain espoir de se pardonner les pires actes que nous avions commis. Nous nous sommes racontés avec l'évidence du compte à rebours qui n'autorise plus à tricher. Par moments, Françoise riait, et son rire me faisait du bien. Je trouve que c'est hyper beau. Un petit dialogue qu'il a avec Tristan, qui est le mec avec qui il tient l'association qui vient en aide aux toxicomanes dans le quartier. Donc, Tristan qui lui dit « Flics et voyous, tu vas jouer sur les deux tableaux. C'est trop pour en sortir indemne. » Je l'ai regardé fixement. « Tu te trompes, Tristan. Pour moi, ça a toujours été le même échiquier. » Vous voyez, on a vraiment... Il n'y a pas de séparation, si vous voulez. On est presque sur un personnage à la Vic Mackey de The Shield, si vous voyez, au niveau des méthodes expéditives. Sauf que Vic Mackey, c'était un pourri. C'était un pourri qui avait bien basculé du côté de la délinquance pour des raisons que je vous laisserai découvrir dans la série. Mais on est un petit peu sur un gars, il va y aller quoi. Il va y aller. Les méthodes ne seront pas forcément légales, pas du tout, mais il va y aller. On est sur la fin du bouquin, on est sur un dialogue avec je vous dis pas de qui. Pourquoi est-on d'un côté ou de l'autre de la barrière? Sa réponse a résonné comme un verdict. C'est comme ça. Certains n'ont pas la chance de venir au monde du bon côté. C'est comme de naître femme, je ne l'ai pas choisi, et j'ai subi la loi des hommes toute ma vie. Le monde fonctionne de cette manière, il faudra bien un jour que ça change. La phrase de fin, on est avant l'épilogue, un épilogue que j'ai trouvé ultra touchant, ça, j'ai eu une petite montée, mais là c'est la dernière phrase, c'est la dernière phrase du dernier chapitre. Et puis, il y a eu les sirènes, les inéluctables sirènes dont on se demande toujours pour qui elles chantent. Et l'épilogue, il est venu en fait, donc là vous avez pu constater un petit peu sur les citations que je vous ai lues, on est sur un personnage quand même écorché vif, et on est sur un personnage qui a arrêté sa carrière. On est sur un personnage qui se rapproche aussi quelque part de sa mort. Je vous en dis pas plus. Donc on est sur un personnage qui est quand même bien nostalgique. On sent que c'est pas la joie. Et pourtant l'épilogue, je l'ai trouvé tout doux. Tout doux et plein d'amour. Et en fait ça a fait vachement du bien. La prochaine lecture, ça va être Greg Brandt. Donc là, ça sera les débuts de Greg Brandt à la police de Nantes, dans les années 70. Et là où, dans le Nantais, on était plus sur la délinquance dans les banlieues et la fin d'un espèce d'âge d'or du milieu criminel nantais, le milieu nantais, dans Greg Brandt, on est vraiment dans le milieu nantais. Et Carl Pineau, l'auteur, donc, il s'attache vraiment à mettre pas mal l'actualité, donc l'actualité actuelle du bouquin dedans. Donc là, on avait les révoltes de banlieue, etc. C'est des livres où je trouve le racisme est présent. Il y a des personnages qui vont peut-être vous sembler racistes, certains le sont carrément. C'est assez communautariste. Et je trouve qu'il y a vraiment des accents de réalisme qui sont top. Vraiment, c'est une super lecture, moi j'ai adoré. Et là, on est sur donc, les débuts de Greg Brandt à Nantes. Et on est en janvier 1976. Donc il y aura un braquage, caïd du milieu, apprenti dealer, ancien de l'OAS, ex du SAC, SAC, je sais pas ce que c'est. Je vous en dis pas plus, on se retrouvera... prochain segment vidéo quand j'aurai fini Greg Brandt, et après il y aura pour quelques millions. Il a écrit 3 autres livres. Il y en a 2, donc l'Arménien et le Sicilien qui suit donc le flic nantais Greg Brandt. Il y a également Maudit Français qui est sa dernière sortie où c'est un policier breton qui se retrouve au Québec, au Canada, donc avec des questions aussi sur les autochtones et tout ça. Et pour quelques millions, que je lirai en fin de vidéo ici, on est sur du détournement de fonds d'une ONG, il me semble. Et on est à Cuba. Salut, à tout de suite. Salut, salut. Donc, je vous ai déjà présenté Le Nantais, le 4e et dernier ouvrage de
de la série Nuit nantaise de Carl Pinault qui est consacrée à Greg Brandt. Et comme je suis parfaitement logique, je poursuis avec la lecture de Greg Brandt dans les années 70, donc c'est le premier livre. Je vous montre juste deux choses par contre, parce que ça c'est le bouquin que j'ai emprunté, donc qui est aux éditions La Joigny, que je trouve très beau. Et il y a des, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a des rebords sur les côtés, avec la bio de l'auteur. Et ce livre est aussi paru, enfin toute la trilogie nantaise, si j'ai bien suivi, aux éditions Palémon en poche, qui a repris grosso modo la couverture de La Joigny, mais avec le visuel du Palémon. Ça rend très bien aussi, je trouve. Ça fait quand même un beau bébé. On est sur un beau bébé de quasiment 500 pages. 400 pages et quelques. Donc, le Nantais, on était sur la fin de... On avait même dépassé la fin de la carrière de Greg Brandt, qui était un flic qui a construit toute sa carrière à Nantes. Là, on est en 76, là où en 2005, il avait arrêté et il poursuivait des activités ailleurs, même s'il gardait ses instincts de policier, s'il gardait ses méthodes, ses amis, ses ennemis aussi. Là, on est sur le jeune Greg Brandt qui débarque de Paris. Alors, je précise, je vais peut-être dire des fois des approximations parce que j'ai lu une partie du bouquin en étant fiévreuse, parce que je sors d'une grippe, donc je vous dirai si je suis pas sûre. Mais en gros, Greg Brandt, dans les années en 76, il débarque à Nantes. Il vient de Paris, il a un père qui était policier également, qui, il me semble, était résistant. Et qui a dû être assassiné, quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression qu'on en sait beaucoup plus sur l'assassinat de son père. Tout ce que je sais, c'est que le père de Greg Brandt, il avait quand même une certaine aura dans le milieu policier, et la maman de Greg Brandt, donc l'épouse de ce papa, elle aurait encore une influence suffisante pour que son fils puisse avoir un poste à responsabilité en gros dans la police. Un poste un peu de grade-papier que sans doute lui, il ne veut pas occuper. Et bref, il débarque à Nantes, c'est surtout pour ne pas bosser à Paris et ne pas tracer sa voie dans les pas de son père. Il veut vraiment se détacher de son père. Je sens pas forcément un conflit. Je sens plus une volonté de construire sa propre carrière sur ses propres compétences plutôt que de la construire, ce qui s'entend aussi, hein, sur l'aura, les compétences passées de son père et le drame de son père. Donc quelque part, on a un jeune policier qui a peut-être 25 ans, 30 ans, je ne sais pas exactement, qui démarre, qui est quand même plutôt droit dans ses bottes, qui... S'il faut aller au charbon, il va y aller. Je vais poser le bouquin. Et comment dire, il sait ce qu'il veut, en gros. Il sait ce qu'il veut. On sent pas non plus la personne qui est très ambitieuse. On sent le mec qui a envie de faire son taf et qui a envie qui est là pour aider les gens. Aider les gens, quels qu'ils soient. Donc il arrive à Nantes. C'est en 1976, Nantes est encore dans le milieu nantais qui gère en gros la criminalité, donc à savoir, entre guillemets, la mafia, hein, enfin le milieu criminel. Et il y a une histoire de passation de pouvoir, parce que on a le parrain, entre guillemets, du milieu de Nantes, qui commence à prendre de l'âge et qui les rumeurs courent disant qu'il a envie de vendre en fait ses bars, etc., et d'aller se la couler douce au soleil, ce qui s'entend. Et ce qui veut dire que d'autres criminels plutôt influents ont envie de prendre cette place-là. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a deux affaires en fait qui démarrent dans l'histoire et qu'on va suivre tout le long du livre. À savoir, je revérifie, il y a un braquage. Un fourgon un fourgon qui devait récupérer l'argent d'une banque se fait braquer, sauf que il y en a un qui fait un peu de zèle parmi les braqueurs et il y a 2 ou 3 morts.
Et ça s'est passé assez vite. Il y a des trucs qui collent pas, le fourgon était un peu trop loin de la banque, des trucs comme ça. Donc il y a quelque chose qui vont allumer des alarmes en fait chez les policiers. À côté de ça, on a aussi une affaire d'agression, une affaire de viol, hein, même carrément, disons-le, où on a un jeune homosexuel qui s'est fait agresser en bas de chez lui, qui s'est fait défoncer la tronche, et je ne vous fais pas de dessin. Donc Greg Brandt, il débarque là-dedans, il essaye de... Alors évidemment, l'agression de l'homosexuel, on est dans les années 70, hein, on est en 76. Donc les policiers n'y vont pas trop avec le dos de la cuillère concernant les homosexuels. On n'est pas encore au début du sida. Et disons que le policier avec qui Greg doit travailler prend ça un petit peu par-dessus la jambe, bro, qui se débrouillent entre eux en gros. Et évidemment, l'affaire qui va occuper tout le service de police, donc la sûreté, c'est l'histoire du braquage. Parce que on est là où le Nantais, je crois qu'on était sur une semaine ou deux d'action, là on est sur 11 mois. 11 mois, pourquoi ? Parce que la police va ramer à mort concernant ce braquage, parce qu'il va y avoir plein d'affaires qui vont se dérouler, certaines en lien les unes avec les autres, d'autres pas du tout. Donc les policiers suivent des pistes, ils se trompent, etc. Ils sont paumés. Ce qui fait qu'à un moment, ils ont la police de Paris qui vient leur prêter main forte, ce qui évidemment les gonfle prodigieusement, et ce qui ne va pas du tout les aider d'ailleurs. Mais bref, on a un peu on a d'un côté le milieu criminel qui risque de changer parce que la tête en fait de ce milieu-là veut prendre sa retraite, ce qui fait que d'autres veulent prendre sa place, un petit peu comme dans le Nantais, dans le dernier bouquin. Et on est quand même avec des bandits qui, s'ils ont envie de mettre un coup de pression, s'ils ont envie de menacer quelqu'un, ça veut dire qu'ils sont capables derrière de mettre la menace à exécution, mais c'est également qu'ils sont capables de dire « Oula, tout douloulou, on va y aller doucement ». Et peut-être que, dans ce milieu-là, s'ils avaient quelqu'un qui déborde, qui n'arrive plus trop à gérer, qui a bien servi, hein, il a rendu service, mais quand même, et bien peut-être que là, quelque part, la police et le milieu criminel pourraient poursuivre le même but, à savoir arrêter cette personne-là. Sauf que, évidemment, on ne va pas le faire de la même manière. Et là où j'ai vraiment trouvé que c'était tip-top, c'est un bouquin que j'ai préféré Greg Brandt au Nantais. Parce que si vous voulez, il y a l'Arménien, le Sicilien, le Nantais. Et ça, c'est le préquel, mais c'est le livre qui a été écrit en dernier. Et c'est un hommage, en fait, de l'auteur à son personnage qu'il a accompagné pendant 3 livres précédemment. Et on sent, enfin, je trouvais qu'il y avait une charge émotionnelle dans ce livre-là qui était peut-être moins présente dans le Nantais, où on était avec un gars un peu au bout, quoi, un peu au bout, qui a vécu pas mal de trucs très compliqués. Et là, on n'est pas forcément dans le jeune policier plein d'idéal, pas du tout. On n'est pas du tout dans le mec non plus qui veut profiter de la notoriété de son père pour construire sa carrière. On est sur quelqu'un qui a des principes, qui a une éthique, qui va pas forcément être d'accord quand d'autres policiers vont par exemple tabasser des gens qui sont en garde à vue, peut-être juste pour les cuisiner, hein, pas forcément parce qu'ils sont accusés de quoi que ce soit. Donc c'est de la tabasse gratuite, c'est fait pour... bon, c'est il y a longtemps, hein, je précise. Et en fait, au cours de cette année-là, on se rend compte que Greg Brandt, eh ben, plus ça va,
et plus il devient crédible auprès de ses collègues et de ses supérieurs et du milieu. Le gars solide, quoi. Le gars où on sait que... On sait s'il tient le coup ou s'il tient pas le coup. Il y a une histoire d'amitié que je trouvais top, parce que Greg, quand il déménage, il emménage en fait au-dessus d'un restaurant vietnamien, qui est tenu par Kim, qui parle plutôt bien français, mais pas parfaitement. Et il va y avoir une amitié assez étrange qui va se développer entre ces deux personnages-là. Parce que Greg, il est plutôt solo, quoi. Il est seul, il est loin de sa maman qui lui reproche d'être partie. Et Kim, en fait, il est super touché qu'un policier français, blanc, lui accorde son amitié. Et pourtant, c'est ce que fait Greg. C'est vraiment, je pense, la relation la plus touchante que j'ai trouvée, c'est entre Greg et Kim. Après, on peut avoir aussi des... Je vous pose une question, tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est une super top bonne idée pour un policier des années 70 de sortir avec des hôtesses de bar qui sont tenues par le milieu criminel? Pas terrible, hein? Ça risque peut-être de leur causer souci, dis donc. C'est pas parce que ce livre-là, j'ai mis plein de post-it dedans parce qu'il y a des citations qui me plaisaient, que d'autres bouquins dans lesquels je ne le fais pas m'ont moins plu. C'est juste parce que là, c'est peut-être parce que c'est un genre littéraire que je lis assez peu, donc j'ai envie d'apprendre des trucs. Et puis, il y a quand même un sacré style aussi. Alors, il y a un petit échange entre un criminel et Greg. Les hommes, il y a ceux qui s'achètent et ceux qui finissent flingués. Je n'ai pas pu me retenir. Même les policiers? Vous n'êtes pas des hommes. Sinon, vous ne vous planqueriez pas derrière une carte et une médaille. Parce qu'on parle bien de la médaille. Pour moi, on parlait peut-être plus d'une plaque maintenant. Je sais pas comment on dit, une carte. Ah oui, alors un truc qui est assez énorme. Si vous voulez, il y a des trucs, je suis certainement passée un petit peu à côté du contexte. Parce que, donc si vous voulez, au niveau des policiers, comme des criminels, il y a des anciens qui ont fait la guerre. La guerre de 39-45. Je pense notamment à Georges, si je ne me trompe pas. Ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Ceux qui ont fait la guerre d'Indochine. Et ce qui veut dire qu'il y a du racisme qui est assez présent. Et du racisme qui est assez banalisé. Greg, il n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Et si vous voulez, un moment, pour montrer en fait que les gens dans le milieu criminel, ils étaient à une place suffisamment haute, il y a un ministre qui doit arriver et le service de sécurité, et donc la police, est chapeauté par Robert. Si vous vous souvenez bien, Robert, il a été arrêté en 2005 et il risque de prendre cher au niveau de la prison. Parce que c'est le parrain, entre guillemets. Et ce Robert-là, si vous voulez, c'est une des personnes qui est en lice pour prendre la place du parrain qui va prendre sa retraite au soleil. Et donc, il y a des policiers qui apprennent que Robert va, entre guillemets, leur donner des ordres pour protéger le ministre. Parce que Robert, c'est un ancien de l'Algérie. C'est un gars qui a des médailles. C'est un ancien militaire, c'est un gars qui est reconnu. Et visiblement, dans le milieu, il y avait pas mal de gens qui étaient des anciens militaires, ce qui explique aussi leur arsenal. Et bref, les policiers pètent un peu un plomb en apprenant qu'ils vont être sous ses ordres. Parce que Robert a été nommé responsable de la sécurité, nous avons ordre de lui prêter main forte au besoin. Pierrick n'a pas retenu sa colère. Robert est suspecté d'un braquage qui a fait 2 morts et on va se mettre sous ses ordres durant la présence du ministre. Mais putain, c'est quoi ce pays de merde dirigé par des abrutis? Pierrick, je t'interdis d'insulter la France, tu feras ce qu'on te dit et tu fermeras ta gueule pour une fois. À force de jouer au con, tu te retrouveras en uniforme à un giratoire. J'emmerde les pisse-vinaigres de politicards. Chenal a soupiré, excédé. Donc Chenal, c'est le chef de la police.
Concentrez-vous sur l'enquête du Carrefour. Cette teigneuse de juge et les journaleux me collent au basque. Je veux ces braqueurs sous le verrou avant qu'une autre affaire nous éclate à la gueule. Fin du briefing, débarrassez-moi le plancher. Il a décroché son téléphone. Et que je ne vous retrouve pas au bar dans 10 minutes. Je voulais vous dire ça parce que ça picole beaucoup. C'est pas très sobre au boulot. C'était une époque où ça fumait partout. C'est une époque où il n'y avait pas l'obligation d'avoir la ceinture de sécurité dans la voiture. Autre époque, autre temps, autre mœurs. Mais c'est vrai que ça fait un décalage par rapport à ce qu'on connaît maintenant, qui peut être assez rigolo. Ah, pour dire que Maman Brandt, elle en a là-dedans aussi. Maman Brandt, au téléphone, dit à son fils: un policier doit se montrer exemplaire, traiter chaque être humain de la même façon et ne jamais se mettre au niveau des délinquants. C'est ce qu'a toujours fait ton père. Il faut que tu captures le coupable de l'agression de ce jeune. Ensuite, tes collègues ne te regarderont plus de la même façon. Si vous voulez, elle est pleine de bons conseils, mais elle a toujours dans l'idée que Greg, il faut qu'il brille au niveau de ses enquêtes pour pouvoir rentrer à la maison et avoir un poste prestigieux. Donc ce qui va être un petit peu source de friction avec son fiston. Un petit mot sur Donc, années 76, on commence à voir l'émergence des quartiers sensibles, enfin, non, c'est pas dit comme ça, l'émergence des banlieues où il y a des quartiers qui sont habités essentiellement par des communautés maghrébines, par exemple, musulmanes, etc. Et si vous voulez, dans le cadre de l'agression de l'homosexuel, il y en a un autre il y a un homme qui y a assisté. Le mec, il dit: j'avais trop peur, je suis rentré chez moi. Mon regard était chargé de reproches, il s'est mis à chialer. Je suis un lâche, j'ai honte de l'avoir laissé. C'est pour ça que je ne suis pas retourné le voir, mais vous pouvez pas comprendre. Je ne demande pas mieux. Vous n'êtes pas arabe. Les gens qui vous regardent de travers, les moqueries au boulot, ils disent que c'est des blagues, mais à force, ça te fait sentir minable, ça te fait sentir bon à rien, juste à courber la tête. Et puis qu'est-ce que ma mère aurait pensé si je m'étais trouvée dans une histoire entre deux hommes? Donc là, on a un personnage, j'ai trouvé très touchant le personnage de l'homosexuel et puis celui-là dans l'histoire. Ils sont vraiment, vraiment très touchants. Un petit peu de la philosophie de Kim, le restaurateur vietnamien. Les esprits entendent nos excuses, a dit Kim. C'est une chance pour eux et pour nous. Alors je ne sais plus un échange avec qui c'était, mais la clé pour vaincre un adversaire supérieur, c'est de ne pas craindre de mourir. C'est potentiellement avec Robert, ça je le sens bien. Robert, il est vachement... Enfin, les délinquants, je trouve qu'ils ont une... il les a très bien écrits. Pierrick et Greg, donc Pierrick et Greg, ils ont souvent bossé ensemble. Au bar, Pierrick buvait un Ricard. T'es pas supposé être en vacances? Il a rigolé. Je m'emmerdais comme un rat mort. Tu prends un jaune? Non merci, je bosse moi. Il a écarquillé les yeux, comme s'il ne voyait pas le rapport. Donc il y a une espèce d'alcoolisme décomplexé. On est en 1976, je le répète, hein. On n'est pas dans l'incitation à picoler, on est dans un reflet de l'époque. Sur la manière dont Greg s'habille, parce que ça peut avoir son importance. Je continuais à porter des costumes, alors que même Georges s'était rallié au jean, comme s'il voulait s'habituer au retour à la vie civile. Donc Georges, si je me gourre pas, c'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Pour ma part, j'avais la conviction que pour imposer notre autorité aux délinquants, nous devions nous en différencier. Ça, c'était très touchant. Je vous ai dit, hein, les personnages d'homosexuels dans ce roman, je les trouve très touchants. Mais après, ils sont victimes. Pourquoi faites-vous ça? Protéger des gens comme moi. Il semblait trouver inconcevable qu'un policier puisse s'intéresser à son sort. Je me suis demandé si notre société parviendrait un jour à évoluer pour qu'un jeune comme lui ne se sente pas exclu à ce point. J'ai réagi sans réfléchir. Vous êtes quelqu'un de bien, Damien. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Donc on est sur un jeune homosexuel qui a été agressé et qui n'ose plus de sortir de chez lui. À la fin du bouquin,
si vous voulez, une fois que tout a été résolu, Greg déménage quelque part. On sait pas où en fait. Donc il y a un petit peu le petit côté adieu avec Kim parce qu'il vivra plus dans ce bâtiment-là. Et nous avons trinqué à notre amitié indéfectible. Il a répété le mot que je lui avais enseigné, comme si sa signification inaltérable et éternelle lui conférait une valeur sacrée. Alors, il y a une représentation justement de la... Il y a plusieurs communautés qui vont être représentées ici par quelques petites ébauches comme ça. Il y a la communauté vietnamienne, ou indo-chinoise aussi peut-être, mais là c'est plus des Vietnamiens qui fuient la guerre. Non, qui fuient le Viet Minh. J'ai un doute niveau... J'ai un doute niveau timing, mais en fait, ils fuient le Vietnam. Et ils se sont constitués en fait une sorte de solidarité. Ce qui fait que s'il y a une famille qui arrive, ils vont la prendre en charge financièrement, ils se soutiennent les uns les autres. Et il y a plein de petits éléments comme ça aussi. On a un aspect avec Rachid, je sais plus s'il est marocain, je crois qu'il est marocain, Rachid. C'est un jeune gars qui bosse, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais il deal un peu sur les côtés, enfin il deal un peu pour remplir le frigo. Rachid, il vit encore chez papa-maman, il y a des frères et sœurs, il y a tout le côté respect de la maman, respect du père, faut pas dire à maman que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, etc. Et c'est un personnage que j'ai trouvé vachement touchant aussi, qui, à force de traîner un peu où il faut pas, va s'attirer des ennuis. Et il y a vraiment une galerie de personnages qui sont, je trouve, super bien caractérisés. Euh, et je pense que j'ai préféré Greg Brandt au Nantais parce que on est sur un policier qui est encore en exercice, on est sur un policier qui du coup est, enfin, travaille, a des collègues, une hiérarchie, etc. Et qui était peut-être un peu moins en roue libre que dans le Nantais où donc il était à la retraite. Mais tout en ayant les bonnes habitudes, enfin en ayant toujours cette culture professionnelle de policier. Bref, très belle lecture. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. La prochaine lecture, elle sera un petit peu plus courte. On quitte Greg Brandt, ça va être pour quelques millions. Et on sera à Cuba. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais les capitaux qui s'en vont à l'étranger, je sais pas quoi. Les paper machins, là, je sais plus comment on dit. Donc je vous retrouve d'ici quelques jours quand j'aurai lu cela. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais lire les deux autres livres qui me manquent sur Greg Brandt. Et il va aussi me manquer Maudit Français, qui est son dernier livre qui est paru aux éditions La Joigny. Donc il y aura une autre vidéo d'ici quelques mois. Et je mettrai d'ailleurs le lien vers... je vais faire des posts sur Instagram si vous voulez quelque chose de plus concis concernant ces lectures-là. À tout de suite. Et salut! Bienvenue donc dans le tout dernier segment vidéo sur les livres de Carl Pinault, donc un auteur de polar que j'ai lu. Donc le dernier, On laisse Greg Brandt, dont j'ai lu le premier et le dernier livre qui ont été présentés avant. Donc j'ai d'abord lu Le Nantais, qui est Greg Brandt une fois qu'il était à la retraite. Et j'ai lu aussi Greg Brandt, où là c'est le jeune inspecteur qui arrive à Nantes pour entrer dans la police. Le dernier livre que j'ai lu de Carl Pinault, et ce sera le dernier pour un moment, parce que j'ai pas les autres, c'est pour quelques millions. Alors là, je vais vous lire en fait plus simplement le quatrième de couverture. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience de lecture et je vous lirai les remerciements. Là, comme je vous avais déjà dit, c'est pas parce que je ne note pas de citations que il y en a pas à noter, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire pour là. Alors, Conrad est
le fils de la fondatrice d'une ONG dont l'assassinat à Paris, maquillé en suicide, n'a jamais été élucidé. Donc on sait que c'est un assassinat, c'est le prologue ou le premier chapitre. Il galère depuis, frôlant sans cesse l'illégalité. À quelques encablures de la Havane, Dahlia, abusée par son père, se bat bec et ongle pour éviter à son frère de subir le même sort. Gravitent autour de la cubaine et du jeune français des businessmen douteux, des fonctionnaires corrompus, une séduisante ukrainienne, un ancien boxeur, des politiciens terrorisés à l'idée d'être éclaboussés par le scandale financier des Panama Papers et plusieurs cadavres. On va se retrouver du coup avec une narration assez particulière parce que, donc comme vous pouvez le constater, on est à Paris et on est à La Havane. Donc on est en France et on est à Cuba. Et pourquoi? Parce que donc l'histoire commence par l'assassinat de Marthe, donc, qui est la maman de Conrad, qui est assassinée chez elle, devant son fils. Son fils qui est jeune et qui en fait n'a pas du tout tilté de ce qui se passait. C'était pas un enfant non plus, c'était un adolescent, mais il était dans un état qui faisait qu'il n'a pas compris, ce qui s'est passé. Et par contre, c'est lui qui a découvert le cadavre de sa mère le lendemain. Il y a une particularité aussi au niveau de la famille de Conrad et de Marthe, c'est que Marthe, d'un précédent mariage avec un homme politique très haut placé, peut-être bien un ministre, a eu une fille qui s'appelle Héloïse, qui bosse à l'Assemblée nationale. Et donc, elle a eu Conrad de Jorène. Donc Jorène, qui est un deuxième époux. Je crois bien qu'ils étaient mariés, et un deuxième époux, qui est quelqu'un qui est très ambitieux et très intéressé par l'argent que Marthe avait. On est dans une famille qui est vraiment riche, on est vraiment dans le haut du panier, on est sur les personnes qui sont très aisées, et c'est à la fois le niveau de vie, mais c'est également le niveau social, c'est le niveau de formation, c'est des gens qui ne vivent pas comme tout le monde. À côté de ça, il y a une histoire qui se passe à la Havane avec Dahlia, son père et son frère. Et on va se demander, pendant une bonne partie pendant une bonne partie du livre, je me suis demandé, mais c'est quoi le lien, à part justement la famille de Dahlia? C'est quoi le lien entre ces deux histoires? Et comment est-ce que ces deux histoires vont finir par se rejoindre? Je peux pas évidemment vous le dire parce que ça fait partie de l'histoire, et comme c'est un peu votre boulot aussi de cogiter et d'essayer de créer des liens, je peux pas vous dire grand-chose. Mais Dahlia, c'est une jeune fille qui doit avoir 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Elle vit seule chez son père. Je sais plus comment il s'appelle. Donc elle vit seule avec son petit frère qui doit avoir 8-10 ans, et chez son père. Son père, très clairement, c'est pas du tout un gars à fréquenter. Mais bon, elle a pas le choix. Elle est dans un quartier très pauvre. C'est des gens qui ont du mal à se nourrir. Et pourtant, quand on commence en fait à en apprendre un peu plus sur son père, on voit un gars qui magouille beaucoup. Il magouille beaucoup, mais ça a l'air d'être un peu un lieu commun à Cuba. C'est la présence de la corruption partout et à tous les niveaux, où en gros, dès que tu as besoin de quelque chose ou dès que tu dois te sortir d'un ennui, tu alignes les billets, et comme ça tu peux en fait te sortir de tout ça. Dahlia, en fait, c'est une pauvre gamine qui est abusée par son père. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est de l'inceste. Et c'est une gamine qui est sacrément costaud. Elle a une force de caractère de tarée. Elle protège au maximum son frère. Son père, il tient pas le coup, hein, honnêtement. Son père, c'est tout juste s'il leur donne de quoi se nourrir, ce qui fait que Dahlia, elle est pas scolarisée, elle fait des petits boulots à droite à gauche, elle se débrouille, elle ramasse des bouteilles pour faire la consigne, etc. Et c'est vraiment une vie qui est pas évidente pour Dahlia, et quelque part, en fait, une chance qu'elle va avoir, elle et son frère, c'est qu'à un moment, leur père est obligé de s'éloigner d'eux. Ce qui fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes.
Et même si elle angoisse que ce père revienne, le père est complètement fracassé, honnêtement. Il est vraiment... c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un qui a tué. Juste pour vous dire. Donc il y a le niveau de dangerosité à la maison qui est quand même au plafond. Et quelque part, quand ce père ne peut plus rester chez lui parce qu'il faut qu'il se cache, et ben là, c'est le gros soulagement, tout en ayant la peur aussi qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent pour les battre ou pour autre chose, ou qu'ils reviennent pour les tuer. Je vais pas en dire beaucoup plus de ce côté. Donc à Paris, qu'est-ce qu'on a? On a Marthe qui a été assassinée au tout premier début, enfin au tout premier chapitre ou même au prologue. On a Joren, donc le père le deuxième mari, le père de Conrad, qui n'a l'air de pas foutre grand chose de ses journées à part aller au champ de course parce il a une jument qui court, il a une jument pur sang. Et il a l'air de dilapider plus ou moins l'héritage qu'il a obtenu et il a une maîtresse. On va dire c'est un veuf joyeux. Ce qui fait que il est suspect. Il est suspect, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, si vous voulez, pour l'incriminer parce que ça a été... Enfin, la mort de Marthe a été... enfin, suite à l'enquête, en fait, ils ont dit que c'était un suicide. Donc, il n'y a pas d'enquête, si vous voulez. Mais il y a quand même des policiers qui ont enquêté sur ce décès, qui se sont dit, il y a des trucs qui déconnent. Et si vous voulez, on a toute une constellation de personnages où on se dit, mais on n'arrive pas au début. Enfin, moi, j'ai pas réussi à faire le lien au début entre tout ça. J'étais pas forcément complètement perdue non plus. Je trouvais ça intéressant parce que on a des personnages. Clairement, on a envie qu'ils se prennent un bus. Par exemple, le père de Dahlia. Euh, le père de Conrad aussi, honnêtement. Il y a quelques personnages en fait qui sont vraiment nocifs où on a envie qu'ils décèdent dans de grandes souffrances. Et on a des personnages aussi où on se dit les pauvres gosses, par exemple, donc notamment Conrad et Dahlia, où on aimerait bien en fait qu'ils aient une vie qui soit plus facile. Conrad, c'est le fils de Marthe. Et il vient d'une famille donc qui est très riche. Pourtant, c'est un raté. Parce qu'il a eu son bac, papa lui a payé une école de commerce, Conrad, ça l'intéresse pas, il a laissé tomber. Conrad, il aimerait bien être mécano. Mais quand on est quasiment le fils d'un ministre, parce que le premier mari de Marthe était un ministre, on ne devient pas mécanicien. Ça fait un peu tâche. Donc Conrad, il fout pas grand-chose de ses journées, il est cocaïnomane. Il traîne avec un ami cubain. Tiens, un cubain, comme Cuba, comme Dahlia. Il y a peut-être un petit lien. Non mais ça, je ne vous spoile pas, parce qu'on le sait très rapidement. Donc il traîne en fait avec cet ami-là, et un moment, il commence à y avoir des gros soucis pour Conrad. Et Conrad, il est assez touchant parce qu'il est paumé, mais il est quand même vachement paumé dans ce qui s'est passé. On sent qu'il y a quand même des espèces de terreurs nocturnes par rapport... Enfin, il y a des cauchemars par rapport à la mort de sa mère, parce c'est lui qui a trouvé le corps, et il était là quand ça s'est passé. Sauf que, quelque part, il n'a pas vu ça en étant conscient. Il n'était pas cocaïnomane à l'époque, hein, mais il n'était pas conscient. Donc je vous laisse là-dessus. Et on va suivre aussi la maîtresse de Joren. On va suivre aussi un flic qui a l'air plutôt bien placé. C'est un flic de quoi déjà? C'est un truc contre le grand banditisme, les organisations criminelles. J'essaye de retrouver. C'est l'OCLCO. Alors, je sais pas si c'est une invention de l'auteur. Je regarde juste vite fait ce que ça veut dire, parce que je me souviens plus. OCLCO. C'est l'Office central de lutte contre le crime organisé. Ça veut bien dire que on est sur du crime de haut vol. Et
Et en fait, on n'arrive pas à faire le lien entre tout ça. Et je ne peux pas vous dire grand-chose parce que ça serait vous dévoiler tout ça. Alors, moi où j'ai eu un petit peu de mal en fait à faire des liens, c'est que je suis quelqu'un qui globalement, je suis très détachée de tout ce qui est actualité et je sais globalement pas trop ce qui se passe autour de moi. J'ai pas trop spécialement envie de savoir ce qui fait l'actualité parce que souvent c'est bien plombant. Donc je veux pas savoir parce que ça me déprime ou ça m'énerve. Et si vous voulez, les Panama Papers, pour ce que j'ai fait une petite recherche parce que je comprenais pas en fait, j'avais du mal. Mais j'ai pas tout capté parce que c'est quand même assez abstrait pour moi. C'est de la fuite de capitaux qui ont été placés, donc des capitaux français, qui ont été des détournements de fonds, hein, qui ont été placés dans des banques offshore, donc genre les îles Caïmans, Singapour, des trucs comme ça. Donc c'est de l'argent qui est détourné et qui est placé ailleurs, qui dort quelque part ailleurs et dont on n'a pas trace. C'est une histoire qui est réelle, il y a eu des procès qui sont en cours, qui sont encore en cours. Ça touche plein de personnes politiques vraiment très haut placées et dans plein de pays différents. Et il y a un lanceur d'alerte qui a balancé en fait l'info il y a quelque temps, ce qui fait que il y a on dépasse, si vous voulez, la police des pays. On est sur un autre niveau. On est, on est vraiment sur un autre niveau. Et comme j'ai pas très bien capté ce que c'est, je peux pas l'expliquer mieux que ça parce que je l'ai pas compris mieux que ça. Et parce que c'est assez abstrait pour moi. On est un peu sur de la finance, j'ai un peu de mal. J'ai envie par contre de vous lire une partie des remerciements de l'auteur parce que j'ai trouvé ça assez... Déjà, je l'ai trouvé touchant et je trouve qu'il présente très bien les personnages et ce qu'il a voulu faire, donc son intention littéraire. L'écriture de ce roman a débuté en 2012 au retour d'un périple à Cuba, durant lequel j'avais pu une nouvelle fois observer la formidable énergie des hommes et des femmes qui luttent chaque jour contre la pénurie, à 2 pas des espaces d'opulence réservés aux touristes ou aux apparatchiks militaires. Il m'est venu l'idée de construire une histoire mettant en lumière le contraste entre le monde occidental et cubain, mais aussi la similarité des élites dirigeantes qui vivent dans des tours d'ivoire, loin du peuple qu'elles prétendent servir. À travers le destin de Conrad et d'Alia, c'est l'espoir d'un avenir apaisé, hors de la course à la possession que je voulais proposer. Car ne nous trompons pas, grâce à sa force à surmonter l'innommable, à sa générosité et à sa sagesse, Dahlia est la principale héroïne de ce roman. Elle emprunte une voie équilibrée dans le chaos que les générations précédentes laissent derrière elle. Bon, je continue un petit peu. Commencé en création littéraire à l'université de Québec, le manuscrit que j'avais appelé Malécon, du nom du Remblai de la Havane, m'a accompagné durant les années de rédaction du Sicilien et du Nantais. Donc là, si je me plante pas, et c'est les livres 3 et 4 de Nuit nantaise sur Garrick Brandt. Véritable apprentissage d'écriture, je l'ai fait relire, amender et je l'ai retravaillé. En 2016, je l'ai entièrement réécrit en le contextualisant avec le scandale politico-financier des Panama Papers. Entre-temps, notre famille avait migré en Thaïlande, et lors d'un voyage à Singapour, j'avais eu la surprise de découvrir les noms des plus grandes banques occidentales sur d'immenses immeubles, illustrant l'hypocrisie de la prétendue lutte contre les paradis fiscaux. Bon, après, il remercie un petit peu tout le monde. Mais alors, je sais plus si je l'avais dit au cours de cette vidéo, mais on a rencontré en dédicace Carl Pino à deux reprises. On le connaissait pas du tout, je connaissais pas ses livres, je connaissais pas son nom, je connaissais pas non plus les éditions La Joanie. Donc il est également aux éditions Palémon, mais là c'est La Joanie. Et si vous voulez, 2 fois avec mon copain, on est parti à l'espace culturel un petit peu à errer parce qu'on était en quête d'un cadeau pour la même personne en plus à chaque fois. Et les 2 fois, on est tombé sur Carl Pino et on s'est dit ah du polar pour lui parfait. Donc c'est comme ça qu'on a acheté ces bouquins-là. Et c'est fort possible qu'il en ait d'autres, mais je me souviens plus. Donc il y aura de toute façon, j'ai aimé toutes ces lectures-là, donc je referai une vidéo sur les autres livres de Carl Pino, mais d'ici quelques mois. Et donc c'est une très bonne incursion dans le milieu du polar. Et donc j'ai pu un tout petit peu discuter avec Carl Pino, avec l'auteur, qui disait que non seulement
il s'est vraiment documenté auprès de policiers, qui étaient en exercice, enfin, ou qui sont à la retraite. Pour son dernier roman qui raconte l'histoire d'un policier breton qui se retrouve au Québec avec des questions autour des autochtones, il a utilisé, enfin, il a eu recours à des sensitivity readers, donc des personnes qui sont concernées par l'identité autochtone pour tout simplement écrire quelque chose au plus proche de la réalité et ne pas être sous juste son interprétation d'auteur un peu éloigné de tout ça parce que c'est pas ce qu'il vit. Et si vous voulez, tout ça, je l'ai ressenti dans ce que j'ai lu, à la fois dans les Greg Brandt et dans Pour quelques millions, où on n'est pas sur oh là là, les pauvres Cubains, ils sont malheureux, l'embargo et tout ça. Il présente la réalité de manière factuelle, mais, quelque part, mais j'aime bien en fait, parce que j'ai l'impression que ce que je lis, c'est vrai. Et c'est pas une obligation, hein, que ce que je lis, d'avoir l'impression que c'est vrai. La plausibilité, ça me suffit, moi, ou s'approcher du réalisme, ça suffit. Mais là, j'ai l'impression d'être dans du vrai. Et ça, c'est top, je trouve. C'est vraiment top. Donc, je vous conseille très fort de découvrir les romans de Carl Pino. Je vous mettrai un lien vers les éditions La Joanie, les éditions Palémon et le compte Instagram de Carl Pino. Il fait des magnifiques photos de la Thaïlande. Il vit en Thaïlande. Il est entre la Thaïlande et la France. En plus, il a répondu parce que j'avais mis une petite chronique sur son premier roman. Enfin, sur le premier roman que j'avais lu, donc sur le Nantais. Mais faut que je fasse d'autres. Enfin, il est accessible, c'est cool, c'est vraiment cool. Et ouais, franchement, très très belle découverte, hein, très belle découverte dans le monde du polar que je connaissais pas. Je crois que ma seule incursion, c'était Donato Carisi, où j'ai lu Le Chuchoteur et peut-être bien le livre suivant il y a quelques années, que j'avais bien, bien aimé. Mais je pense que je vais renouveler l'expérience auprès de La Joanie ou des éditions Palémon, et puis de toute façon de Carl Pino, et je vais essayer de découvrir d'autres auteurs. Donc si vous avez des références en termes de romans policiers, polar, thriller, quelque chose comme ça, les trucs à suspense aussi, n'hésitez pas à me donner des références. Je pensais aller aussi du côté de Wilkie Collins, qui est un auteur classique je crois que c'est l'ancêtre des romans policiers. Je vais continuer aussi sur la chaîne avec Sir Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes, mais bon, je suis toujours en quête de bonnes références, donc n'hésitez pas à me les dire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi, et je vais continuer du coup le mois de janvier. Je vais être un peu sur quelques lectures qui me sortent de ma zone de confort, parce que je trouve que c'est intéressant de lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire non plus. Autant parce que ça nous apporte sur le côté en expérience de lecture, mais ça m'apporte aussi, ça me nourrit pour mon expérience d'écriture, d'auteur. Donc on va voir ce que ça va donner. À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein. Salut!